on va parler des candidoses et des malassioses. Tout d'abord, quand on parle de candidose, on va parler d'une levure qui s'appelle Candida albicans. C'est une levure qui est au début commensale, ça profite, c'est-à-dire qu'elle vit au niveau de notre organisme sans causer de problème, qui adore le sucre, oui. Et puis, si on a un certain dysfonctionnement ou quoi que ce soit, ça peut nous causer des pathologies, yani des mycoses, soit des mycoses superficielles ou bien des mycoses profondes. On parle un peu des mycoses superficielles qui vont toucher soit la peau, les fanères, la bouche et les parties génitales. Pour les mycoses cutanées, on a l'intertrigo des grands plis ou l'intertrigo des petits plis. On a une sorte d'inflammation. Ici, c'est un intertrigo à candida. Là, c'est un grand pli. C'est sûr, pour les petits plis, on parle des plis entre nos doigts et entre nos orteils. Et après, on a les candidoses qui touchent les fanères. C'est les candidoses inguinales ou onychomycoses, c'est comme ça qu'on les appelle. On a l'onyxis et le périonyxis, j'ai pas de photo. Pour les candidoses des muqueuses maintenant. Les candidoses des muqueuses, on a les candidoses buccales et péribuccales et les anogénitales. Pour les buccales et péribuccales, on a ici une sorte de perlèche, ici une sorte de muguet, ici une forme de langue noire vileuse. Et puis on parle des candidoses anogénitales, toujours au niveau superficiel. Ici, ça touche les muqueuses. On a les vulvovaginites pour les femmes et les balanites pour les hommes. Et puis on a les anites et les perianites. Après, on passe aux candidoses profondes ou invasives qui touchent un seul site stérile avec ou sans septicémie. Et on a les candidoses profondes disséminées et on trouve forcément une septicémie à candida. On va voir qu'est-ce qu'on nous dit sur le résumé. Comme une définition, on nous dit que les candidoses sont des mycoses superficielles et profondes dues à une levure du genre Candida. L'agent pathogène, c'est le Candida albicans. Le genre Candida espèce albicans, il y a plusieurs espèces, je vous conseille de les lire, qui appartient à la division des ascomycètes au règne des champignons. Les candidats sont des levures à saprophytes ou commensales de la peau et des muqueuses, produisant un pseudo ou un vrai mycélium et se reproduisant par bourgeonnement. Le thalle est réduit à l'état unicellulaire parce que c'est une levure. Elle présente des bourgeons caractéristiques appelés blastospores. Et à l'extrémité du filament mycélien, on a des cellules arrondies appelées les chlamydospores. Il existe plusieurs espèces, mais la plus fréquente isolée est Candida albicans. Les voies de contamination sont soit exogènes, endogènes, sexuelles ou bien le contact du nouveau-né avec sa maman. Pour les facteurs favorisants, on a des facteurs locaux et des facteurs généraux. Pour les facteurs locaux, on parle d'humidité parce que Pour l'humidité et la macération, ça concerne les gens qui passent beaucoup de temps la plage, par exemple les plongeurs, les obèses ou bien ceux qui transpirent beaucoup et ils ont une mauvaise hygiène et ils ne changent pas leurs vêtements, leurs chaussures, etc. La modification du pH cutané par manque d'hygiène ou usage d'un savon acide qui sera agressif pour la peau. Le contact avec un milieu riche en sucre, parce qu'on a dit que les candidats, ils adorent le sucre. Les facteurs généraux, on peut retrouver ces candidoses physiologiquement chez les gens qui sont âgés, qui vont perdre leurs dents, chez les nourrissons ou bien on a une atteinte vaginite, une atteinte de vagin en cas de grossesse et de ménopause.
Mais c'est pathologique quand on a un déséquilibre hormonal chez les diabétiques, ceux et les gens qui ont des problèmes de la thyroïde, ceux qui ont le sida et des problèmes de tuberculose, etc. On a des facteurs généraux iatrogènes par antibiothérapie, corticothérapie, etc. Les contraceptifs oraux ou digestifs, pose de cathéter ou les sondes. Ça peut passer parce que pour la répartition géographique, les candidoses sont cosmopolites. Pour les candidoses de la peau et des phanères, on commence par les candidoses cutanées. Les intertrigaux des grands plis qui siègent au niveau des plis inguinaux, axillaires, sous-mammaires et interfessiers, particulièrement fréquents chez les obèses, les diabétiques et les sujets ayant une sudation exagérée. La lésion débute au fond du pli cutané qui est recouvert d'un enduit blanchâtre, puis ça va s'étendre. Elle est luisante, prurigineuse, ça gratte, de surface rouge vif, suintante et à contour dentelé. Les intertrigaux de petits plis, ils siègent au niveau des espaces interdigitaux et interorteils et de la région rétro-auriculaire, c'est-à-dire derrière les oreilles, qui sont favorisés par des facteurs vestimentaires et professionnels. Au niveau des mains, la lésion a l'aspect d'une desquamation prurigineuse qui s'étend. Au niveau des pieds, elle est prurigineuse et d'aspect macéré blanchâtre et s'étend aussi. Pour les onychomycoses, on a les onyxis et perionyxis qui siègent au niveau des doigts et rarement au niveau des orteils. Donc c'est rare qu'on trouve un onyxis au niveau du pied. Ils sont fréquents chez la femme et favorisés par des facteurs professionnels, esthétiques, pathologiques et des microtraumatismes. L'affection débute par une inflammation périinguinale, donc ça commence la périphérie à l'angle, qui réalise un perionyxis subaigu sous forme d'un bourrelet rouge et douloureux. Quand on a un bourrelet la périphérie à notre angle qui est rouge et ça fait mal. L'angle n'est atteint que secondairement. Il devient rugueux, strié et brunâtre. Donc après ça, on aura notre angle qui devient strié et brunâtre et ça va nous faire mal. Pouvons s'accompagner de son décollement. C'est l'onychodystrophie. Donc quand l'angle va s'arracher, on parle d'onychodystrophie. La lésion peut s'étendre aux autres angles et de la main. On passe aux candidoses des muqueuses. On a fini avec les candidoses de la peau et des phanères. On a les candidoses buccales et péribuccales et les candidoses anogénitales. Pour les candidoses buccales et péribuccales, on a la langue noire vileuse, muguet et perlèche. Pour les muguets qui sont fréquents chez les nouveau-nés, les prématurés et les sidéens, c'est-à-dire ceux qui ont le sida, se traduisant par un semis de taches granulaires blanchâtres sur une base érythémateuse sèche et douloureuse, siégeant au niveau de la langue et pouvant s'étendre à la face interne des joues, aux gencives, au voile du palais et dans certains cas au pharynx. Il est souvent associé à la perlèche. La perlèche qui est fréquente chez les enfants, les édentés, c'est-à-dire les gens âgés qui ont perdu leurs dents, ou ceux qui portent les dentiers, se traduisant par un intertrigo érythémateux fissuraire, écrouteux, des commissures labiales, comme on a vu sur la photo. On parle maintenant de stomatite et glossite, ou langue noire vileuse. On a l'enduit blanchâtre classique qui sera remplacé par un dépôt brun, c'est pour ça qu'on dit noir, parfois noir, avec une altération du goût et une sensation de sécheresse de la bouche. Toujours avec les candidoses superficielles muqueuses, on passe aux candidoses anogénitales. On a la vulvovagénite qui est favorisée par le diabète, la grossesse, la prise d'œstroprogestatifs et l'abus
du savon à pH acide. Se traduit par un prurit, ça gratte, un prurit vulvaire intense, des brûlures, une dyspareunie, c'est-à-dire une douleur, des leucorrhées blanchâtres ou séreuses abondantes. Et à l'examen clinique, on va voir une vulvite érythémateuse diffuse au niveau du vagin, et ça arrive jusqu'au vagin et au col utérin, avec des dépôts granuleux blanchâtres. La balanite, elle est très fréquente chez les non-circoncis. La contamination est vénérienne par une partenaire diabétique et atteinte d'une candidose génitale. Ça se traduit par une inflammation du gland qui devient rouge, luisant, avec des dépôts crémeux blanchâtres. L'anite, les anites ou les périanites, qui sont une sorte d'inflammation de la marge anale. La lésion est érythémateuse prurigineuse avec un enduit blanchâtre. On va parler des candidoses digestives. On a les candidoses œsophagiennes, gastriques et intestinales. Pour les candidoses œsophagiennes, elles sont fréquentes chez les sidéens, c'est-à-dire les patients atteints de sida. C'est une complication de l'atteinte buccale. On a vu ça. C'est pas dit que c'est le pharynx. Se traduisant par une dysphagie et une sensation de brûlure rétrosternale ou un pérosis. Les candidoses gastriques se traduisent par des brûlures gastriques et des vomissements. Pour les intestinales, on voit un tableau de gastro-entérite aiguë, une atteinte colique et des douleurs abdominales diffuses et spontanées. On a fini avec les candidoses superficielles. On passe aux candidoses profondes, systémiques ou invasives, qui sont très fréquentes en milieu hospitalier et souvent à point de départ exogène. Ça passe sonde, cathéter, prothèse, etc. Les candidoses profondes, on a les candidoses profondes et les candidoses disséminées. Qui dit candidose profonde dit atteinte d'un seul site stérile avec ou sans septicémie à candida. Par contre, la candidose disséminée, c'est une septicémie à candida compliquée d'une atteinte d'au moins 2 organes ou site stérile non contigu. La septicémie à candida, on a un tableau clinique d'une septicémie non spécifique avec fièvre élevée et prolongée rebelle aux antibiotiques. C'est-à-dire qu'inch'Allah les antibiotiques, la fièvre sera élevée. On a des frissons et des troubles cardiovasculaires, des complications respiratoires, on aura des laryngites et des bronchites, des complications cardiaques, on peut trouver des endocardites, des complications rénales, nerveuses comme des méningites, et des complications ostéo-articulaires, hépatospléniques et oculaires. On a d'autres candidoses qui sont moins fréquentes, les candidoses cutanéo-muqueuses chroniques, les candidoses des héroïnomanes, ceux qui sont accros à l'héroïne, les candidoses auriculaires ou automycoses et les candidoses allergiques. Pour le diagnostic du laboratoire, les prélèvements se font, on va prélever les squames, les ongles, les cuirs chevelus, du pus, on va faire un écouvillonnage buccal ou génital, prélèvement des selles, urine, sang, liquide céphalorachidien, etc. L'examen direct consiste à mettre en évidence les levures rondes ou ovales, abondantes et bourgeonnantes associées à un pseudo ou à des vrais filaments mycéliens. Parce que c'est l'un des caractères les candidats. L'isolement se fait par culture sur milieu saboureux. On rajoute du chloramphénicol ou bien le milieu saboureux zédolo-lactidione et le chloramphénicol. Les colonies sont blanches et crémeuses. Parce qu'on dit albican, parce que c'est blanc. Albinos, albican. L'identification, on fait une culture sur le milieu saboureux. On voit une production de blastospores associée à un pseudomycélium. C'est une caractéristique des candidats.
Donc, il chauffe les blastospores, on a directement que c'est un candidat. Après, on a le milieu BCP ou la rice cream, on va remarquer une production de chlamydospores associée à un pseudo ou à un vrai mycélium. Comme ça, on va savoir que c'est l'espèce albican. Les filaments dans le sérum, on met les filaments Hadouk le sérum ou test de blastase qui permet l'identification rapide de l'espèce Candida albicans qui est basée sur la rapide germination des levures par la formation d'un filament ou tube germinatif dans le sérum animal ou humain. On a l'oxanogramme pour connaître l'assimilation des sucres et le zymogramme pour connaître leur fermentation. L'hémoculture, c'est l'examen clé dans le diagnostic des candidoses, mais il manque de sensibilité. L'examen indirect par recherche d'anticorps et tout, c'est immunologique. L'examen anapathe quand c'est profond, par biopsie de pièces d'exérèse, etc. Après coloration, bien sûr. On a les pouvoirs pathogènes, qui fait je vous les pouvoirs pathogènes. On va faire une inoculation les animaux. On choisit le lapin parce que c'est le plus sensible. On peut faire tenir les imageries médicales, le radiographie, scanner IRM. On a aussi le test de sensibilité cutanée à la candidine qui peut avoir une certaine valeur dans quelques manifestations allergiques, qui connaissent l'eczéma, l'asthme urticaire, etc. mais n'a pas un grand intérêt. Les traitements, on commence par les candidoses superficielles cutanées qui sont traitées par du kétoconazole, éconazole, isconazole, miconazole. Pour les candidoses inguinales, on utilise du fluconazole, kétonazole et terbinafine. Il faut les apprendre, on ne peut rien y faire. Les candidoses oropharyngées ou bucco-digestifs, on a le mycostatine, amphotéricine B, miconazole et fluconazole qui est systémique à les immunodéprimés. Les candidoses génitales, on a mycostatine, amphotéricine V, miconazole et le partenaire ou les partenaires, ils doivent traiter parce que ça se transmet sexuellement. Pour les candidoses profondes, on utilise l'amphotéricine B avec du flucytosine. On a le fluconazole, itraconazole, voriconazole et caspofungine. On a fini avec les candidoses. Maintenant, on passe aux autres. Les malassioses. Les malassioses, on nous dit que c'est des mycoses superficielles dues à une levure du genre Malacia. On a beaucoup d'espèces, le genre Malacia, qui appartiennent à la division des basidiomycètes. Par contre, pour les candidats, on a dit qu'ils appartiennent aux ascomycètes. Au règne des champignons, c'est normal. Les Malacia sont des levures kératénophiles. Ils directement les kératénocytes, lipophiles ou lipodépendantes, commensales et pathogènes opportunistes. Il existe plusieurs espèces, mais la plus fréquente, c'est Malacia furfure. Elles sont responsables chez l'homme d'infections cutanées et rarement d'infections systémiques. Donc ça touche beaucoup plus la peau et tout. Les facteurs favorisants physiologiques, on a la peau grasse. Quand on a la peau grasse, on a tendance à avoir des malassioses. Quand on transpire beaucoup, quand on ne mange pas bien, la malnutrition, le stress, influence hormonale et grossesse. Des facteurs climatiques, la chaleur et l'humidité, c'est normal parce qu'on va beaucoup transpirer. Vestimentaire, le port de vêtements occlusifs de nature synthétique, iatrogène quand on utilise des cosmétiques gras, des contraceptifs oraux, quand on est en corticothérapie prolongée et traitement immunosuppresseur,
les facteurs pathologiques, hypercorticisme et anomalies immunitaires. La répartition géographique, on va dire que les malassioses sont cosmopolites. L'étude clinique, on va voir les pathologies que la malassiose peut nous causer. Maintenant, ça peut nous causer une hyperpigmentation, c'est-à-dire qu'on aura des taches brunâtres sur la peau, ou une hypopigmentation, on aura des taches blanches sur la peau. On va dire la croûte de lait chez les enfants dans leur tête en général. Et ça peut nous causer aussi des dermites séboréiques. Études cliniques, on a premièrement le pityriasis versicolore. C'est une épidermomycose fréquente, bénigne et souvent récidivante, siégeant au niveau du cou, du tronc et des membres supérieurs. Elle se présente sous deux formes. C'est les photos hyperpigmentation. C'est la forme typique. C'est des macules squameuses non érythémateuses de couleur beige à brun. Des formes achromiantes ou hypopigmentées, c'est les taches cutanées, maculaires ou numulaires, peu squameuses et totalement dépigmentées. Les dermites séboréiques se présentent sous forme de lésions érythémato-squameuses, prurigineuses, localisées dans les territoires cutanés riches en glandes sébacées, le sillon nasogénien, les sourcils et les régions intersourciliens, le pavillon auriculaire et le cuir chevelu. Chez les nourrissons, on a des lésions localisées au niveau du cuir chevelu et des fesses sous forme de squame grasse appelée la croûte de lait. On a le pityriasis capitis qui est une dermite séboréique du cuir chevelu. On a beaucoup de pellicules. On a aussi les folliculites. Ils sont caractérisés par des lésions pustuleuses et papuleuses, s'accompagnent d'une inflammation périfolliculaire et d'un prurite plus ou moins intense. Ça gratte beaucoup, siégeant au niveau des épaules, du tronc et du dos. On passe aux infections systémiques qui surviennent surtout chez les patients immunodéprimés et les enfants prématurés, le plus souvent sous forme de perfusion lipidique. Oui, quand on perfuse les lipides, il y a l'infection systémique, sous nutrition parentérale ou sous dialyse péritoniale ou suite à une colonisation du cathéter. Pour le diagnostic du laboratoire, on va examiner les lésions sous la lampe de Wood. C'est une lampe spéciale pour les dermatologues et ça va nous donner une fluorescence vert jaunâtre. Les prélèvements, on va prélever les squames par grattage ou par scotch test cutané. L'examen direct par mise en évidence des levures arrondies ou ovoïdes bourgeonnantes, disposées en amas ou en grappes de raisin, associées ou non à un pseudomycélium. La culture sur le milieu savoureux toujours, on lui rajoute l'actidione et du chloramphénicol et de l'huile d'olive pour identifier l'espèce, mais c'est indispensable. Mais ce n'est pas indispensable, on n'est pas obligé de mettre l'huile d'olive. Les traitements. Le traitement des malassioses se fait par décapage de la peau et par brossage, savonnage et application d'une solution détergente, d'un gel nettoyant moussant, d'une solution d'ammonium quaternaire ou d'une solution d'acide salicylique. On peut y faire le sulfure de sélénium comme antifongique local. On a le kétoconazole, en pommade, lotion, gel moussant ou en spray. On a le fluconazole contre les formes étendues et résistantes. On a l'amphotericine B
contre les infections systémiques avec suppression de l'alimentation lipidique et du cathéter. On a les lipides dans ce cas. Et on est arrivé à la fin du cours et bon courage à vous.